Bonsoir, messieurs et dames. C'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver. Nous sommes dimanche et comme il est de coutume en ce jour, nous suivons à 20h le JDS, journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Foncier au Burkina, prolifération de zones d'habitation spontanée, spéculation exacerbée sur le foncier urbain, accaparement des terres agricoles pour l'exercice d'activités urbaines. Où en est-on après l'installation des membres du comité interministériel de réflexion sur les mesures conservatoires d'urgence en matière de gestion foncière? La réponse dans ce journal du dimanche au soir avec le directeur général de l'urbanisme, de la viabilisation et de la topographie. Et puis fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, tenu hier samedi du tout premier congrès ordinaire. Il était d'ailleurs très attendu. La hache de guerre est-elle désormais enterrée? C'est la grande question. Le porte-parole de la FUTRBF sera avec nous. Et enfin, sport. Nous parlerons sport équestre en nous intéressant à l'association des éleveurs NEMA. Elle organise chaque fin de mois une compétition de course hippique avec des chevaux de race étrangère, difficile parfois avec une fédération qui a ses exigences. Encore une fois, merci de nous suivre. Et la première des rubriques, c'est celle économie. Le 19 avril dernier, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation installait les membres du comité interministériel de réflexion sur les mesures conservatoires d'urgence en matière de gestion foncière au Burkina Faso, fort de 19 membres. Ce comité avait un délai de 3 semaines pour proposer une feuille de route, une refonte du dispositif du texte unifié pour des solutions pérennes de la gestion foncière. Et depuis, la coordination des promoteurs immobiliers et propriétaires terriens ne cachent pas leurs craintes face à certaines réformes annoncées. Nous y revenons dans un reportage, celui de Michael Tougri, avant un échange sur ce plateau. Pour le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, même si les réformes foncières vont engendrer des grincements de dents, cela est nécessaire pour le Burkina Faso afin d'éviter une crise foncière. Les préoccupations sur le foncier rural que vous avez, ce sont nos préoccupations également. Ce sont des préoccupations essentielles. Même si ça va amener des grincements de dents, on sera obligé d'assumer cette mission. Quelques jours plus tôt, soit le 19 avril, les ministres en charge de l'habitat, de l'administration territoriale et celui du budget ont installé un comité interministériel sur les mesures conservatoires d'urgence. Le gouvernement veut ainsi, à travers ce comité, assainir la gestion du foncier au Burkina Faso. Le comité mis sur pied a 21 jours pour déposer les conclusions de ses travaux. Il était donc normal, il était temps que nous puissions engager cette réflexion sans coup féri et que nous puissions, que cela aboutisse effectivement à des décisions, en tout cas fermes, je pourrais le dire, une gestion rationnelle du domaine foncier de notre pays. Le 30 avril, sous une coordination, les associations de promoteurs immobiliers, les syndicats et les propriétaires terriens expriment leur mécontentement sur la mise en place de ce comité interministériel. Objectif poursuivi par le gouvernement selon le conférencier est de discréditer les promoteurs immobiliers aux yeux de l'opinion publique. L'État a saisi la question de criminalité foncière comme si c'est nous, promoteurs immobiliers, nous sommes à la base de la criminalité foncière au Burkina Faso. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. On nous dit que nous avons des péchés, mais on connaît tout. Tout ce du ministre jusqu'au député, on connaît les terrains. Du ministre au député, on connaît où ils sont. 200 hectares, 100 hectares, 50 hectares. Même d'autres ministres sont en face de nous. On se connaît. Est-ce qu'ils ont l'autorisation? À la suite de l'association des promoteurs immobiliers du Burkina, APIP, ce sont les propriétaires terriens des communes rurales de Pabré et de Samba de dire non aux réformes foncières. Pour ces derniers, les réformes engagées par le gouvernement dans le domaine foncier visent tout simplement à leur déposséder de leurs terres. Retour sur ce plateau pour le premier entretien de ce JDS. Je pense que nous avons mis déjà les pieds dans le plat puisque le sujet il a été amplement posé à travers le reportage que nous venons de voir. Nous sommes avec Marc Ouedraogo, Geswende Marc Ouedraogo, qui est le directeur général de l'urbanisme, et de la viabilisation et de la topographie. Bonsoir et merci d'être ici avec nous. Bonsoir monsieur. Je suis aussi avec, puisque nous sommes dans la rubrique économie, je suis avec David Nana. Bonsoir David et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, c'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé. On est
dans ce sujet-là qui cristallise les attentions aujourd'hui. Je pense que tout à l'heure, il n'y a pas façon plus claire de dénoter combien est-ce que les Burkinabés sont préoccupés par la question et puis divisés en même temps. Tout à l'heure, on a entendu plusieurs acteurs concernant ce secteur-là, celui donc du foncier. On a entendu beaucoup le mot restructuration. Et puis, en introduction, je disais qu'il y avait un comité interministériel qui avait été mis sur place. Il avait 3 semaines pour nous donner, en tout cas, le fruit de ces réflexions. On en est où aujourd'hui? Je vous remercie. Et effectivement, face à la situation foncière de notre pays, marquée par des tensions multiples et des contestations également de la part de la population et des autres acteurs, et face au constat d'accaparement ou de bradation des terres par les promoteurs immobiliers, face aux multiples actions de spéculation foncière, l'État burkinabé, à travers son premier responsable, a cru bon de se saisir du sujet pour remettre de l'ordre, si on peut s'exprimer ainsi. C'est dans ce sens que la commission a été mise en place pour travailler à proposer des mesures urgentes et conservatoires pour régler la question de la promotion immobilière dans notre pays et également engager la réflexion sur la refonte globale des textes législatifs et réglementaires sur le foncier au Burkina Faso. Et nous sommes effectivement en train de travailler sur le sujet. Vous l'avez dit tantôt, et on a donné 3 semaines, disons 21 jours à la commission pour livrer ses conclusions. Et rassurez-vous, nous sommes toujours dans le délai. Vous parliez du 20 avril, mais ce qu'il faut préciser, c'est que c'est 20 jours ouvrés. D'accord. Il s'agit de 20 jours ouvrés et dans cette logique, nous avons jusqu'au 20 mai pour livrer les conclusions et la commission travaille d'arrache-pied pour respecter ce délai et afin que nous retombions sur nos pieds par rapport à la question particulière de la promotion immobilière et plus globalement rassurer les uns et les autres sur l'avenir de la gestion foncière dans notre pays. David Nana, c'est notre invité à nous deux. N'est-ce pas, je vais vous emprunter le mot restructuration. Ça me tenait beaucoup à cœur que je puisse revenir là-dessus parce que de l'avis de beaucoup d'observateurs, la mise en place de ce comité-là fait suite à une décision qui avait déjà été prise auparavant par le gouvernement, c'est-à-dire d'arrêter, n'est-ce pas, les lotissements et de parler désormais de restructuration. Ce que je veux savoir, aujourd'hui, où en est-on avec cette restructuration-là? Pour rappel, la mesure de suspension des opérations de lotissement qui a cours aujourd'hui, et précisons sur les seules villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, n'est qu'une suite de la suspension opérée au lendemain de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et disons que ça a été plus ou moins reconduit et ça se poursuit avec le gouvernement actuel. Et il faut préciser que la suspension aujourd'hui, si on peut encore parler ainsi, ne concerne que les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso parce que en 2018 déjà, la commission interministérielle qui avait été mise en place pour donner suite aux travaux de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier conduite par l'Assemblée nationale a livré une première partie de ses conclusions et ça avait permis de lever la mesure sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso qui, rappelons-le, regroupait plus de 80% des problèmes fonciers identifiés dans notre pays. Donc la mesure ne vaut aujourd'hui que pour Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et les autres localités sont autorisées, moyennant respect des procédures en vigueur, à opérer des lotissements et ça a déjà été fait d'ailleurs dans plusieurs localités, notamment les communes rurales et d'autres communes aussi ont demandé et obtenu des autorisations de lotir et sont à pied d'œuvre dans ce sens. Maintenant, la question de la restructuration,
elle procédait de la volonté du gouvernement d'offrir de meilleures conditions de vie à cette partie de la population de notre pays qui, rappelons-le, les zones non loties aujourd'hui, c'est un palliatif. On ne peut pas considérer ces zones-là comme un habitat durable, définitif. Donc, soucieux de faire en sorte que les populations aient plus ou moins les mêmes conditions de vie. Voilà pourquoi on a voulu opérer la restructuration des zones d'habitat spontané. Et je voudrais pouvoir préciser également que à l'annonce de cette question de la restructuration, il y a eu des incompréhensions parce que ça paraissait comme un mot nouveau dans notre paysage, parce que les gens étaient habitués au mot lotissement, et nous avons dû expliquer que la restructuration, c'est juste une forme de lotissement, mais qui intervient sur un tissu déjà occupé, à l'opposé du lotissement qui intervient sur un terrain carrément nu. Donc le processus suit son cours. Nous avons élaboré un document de stratégie assorti d'un document de programme de restructuration dans toutes les 13 capitales régionales, plus Puitenga, qui a une certaine particularité en matière de non-lotis. Et vous avez suivi dans l'actualité récente, la commune de Samba est très avancée dans son dossier de restructuration. Il y a par exemple la commune de Puitenga aussi qui vient à peine d'obtenir son autorisation aussi pour restructurer, une commune comme Banfora aussi qui poursuit, et il y aura le lancement global au niveau de l'État qui va généraliser sur l'ensemble des localités citées précédemment. D'accord. C'est vrai que vous parlez de restructuration, mais là-dessus, il y a quelquefois certaines langues qui nous disent qu'il y a problème, parce que c'est cantonner des gens dans des espaces beaucoup plus petits pour les ménages. Et il y en a qui disent, bon, on est en train de concevoir comme des bidonvilles. C'est aussi le reproche qui vous est fait. Oui, naturellement, mais ça relève beaucoup plus d'incompréhension, parce que nous avons toujours précisé que le mot bidonville même ne sied pas au contexte burkinabé, parce que ce que nous avons, c'est des habitats spontanés et non des bidonvilles. Bidonville, c'est un terme à l'international utilisé notamment par ONU Habitat, qui désigne beaucoup plus des établissements un peu de la nature de nos non-lotis, mais qui sont beaucoup plus précaires que nos non-lotis, parce que c'est des espaces construits avec plus ou moins des matériaux de récupération, d'où l'appellation bidonville. Voilà, donc, mais je voudrais pouvoir assurer, il ne s'agit nullement de bidonvillisation de nos non-lotis. On veut au contraire améliorer les conditions de vie. Si vous rentrez dans une zone non-lotie, vous allez constater que les voies sont tortueuses et on ne peut pas intervenir en cas d'urgence, et il y a des équipements qui manquent, santé, éducation, loisirs, des marchés, ainsi de suite. Tout est spontané, tout est précaire, et l'idée à travers la restructuration, c'est de les mettre à des niveaux plus ou moins acceptables. Et ce qui est prévu est quand même assez ambitieux, et je précise qu'il doit être opéré l'aménagement des voies avec bitumage, des options de bitumage des voies, la mise en place des réseaux d'assainissement pluvial, l'électricité, l'eau, ainsi de suite. Vous conviendrez avec moi qu'on est beaucoup plus en train de construire des quartiers vraiment sains. Voilà. Maintenant, quant à la superficie, ça revient tous les jours, mais nous avons toujours précisé, et vous savez, dans les anciens quartiers, si vous y allez, on était à des tailles de 600, voire plus. Mais après, on est descendu à 300 mètres carrés. Aujourd'hui, ce que nous proposons pour les non-lotis, c'est 150 mètres carrés. C'est décrié, c'est vrai, mais nous rappelons toujours qu'ailleurs, c'est encore moins que ça. Vous allez au Sénégal, les parcelles sont à 80 mètres carrés. Vous allez au Maroc, on est dans des tailles de 100 à 120 mètres carrés. Et je rappelle que ceux qui réclament plus ne rapportent pas cela à la réalité. Comment se fait-il qu'on se retrouve, par exemple, à habiter en non-loti? Si on revendique plus que ça,
Je rappelle que le logement social aujourd'hui tient sur une emprise de 60 mètres carrés, le logement social tel que construit. Et si on te donne 150 mètres carrés pour construire ton logement, ça tient et tu as encore suffisamment de place pour faire autre chose dessus. Et si tu revendiques plus que le logement social, d'une manière ou d'une autre, tu n'aurais même pas dû être dans les zones non loties. Ça, c'est une manière de caricaturer, mais rassurez-vous, 150 mètres carrés, c'est déjà appliqué d'ailleurs et ça tient. Par exemple, à à Garguin. Oui, la Garguin, l'aménagement fait pour régler le problème avec le promoteur immobilier qui avait son titre foncier. Les tailles des parcelles là-bas, c'est 160. Voilà. Donc on le comprend. Et moi, je vais revenir sur la question du foncier de façon plus large, avec les préoccupations qu'on a entendues. Vous voyez, les promoteurs immobiliers, ils trouvent que c'est eux qui sont indexés comme étant le problème. Alors, je pose la question, et il y a ce qui a été décrit, même parmi ceux du gouvernement, il y en a qui sont dedans, il y a ceci, il y a cela, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est quoi un promoteur immobilier? Ça, c'est une grande question. Bon. Un promoteur immobilier, c'est celui qui a tous ses papiers en règle et dûment autorisé par l'administration à travers l'obtention d'un agrément de promoteur immobilier pour exercer l'activité de promotion immobilière. Voilà ce qu'on peut dire. Mais on a l'impression de loin qu'on est comme dans un genre de fourre-tout. On nous dit qu'il y a quand même depuis un certain temps, je pense que des agréments, il n'y en a plus. On est à combien aujourd'hui de promoteurs? 275? Oui, exactement, c'est le chiffre à ce jour. D'accord, mais ça ne peut pas rester fermé, c'est un domaine d'expression d'entrepreneuriat. Ça va rester fermé comme ça, il y aura des conditions pour pouvoir reprendre les agréments, et sous quelles conditions? Bon, naturellement, ça ne peut pas rester fermé, on est d'accord, mais vous savez qu'il y a une certaine opinion qui dénonce le chiffre qualifié de pléthorique sur les 275, mais en fait il s'agit de relativiser. Je rappelle que c'est le gouvernement qui a mis en place ce dispositif, qui a organisé cette catégorie d'acteurs pour aider à la mise en œuvre de la politique publique en matière de logement dans notre pays. Voilà pourquoi la loi de 2008 a été adoptée consacrant l'activité de promotion immobilière. Et à partir de 2016, on a connu une certaine explosion entre griffes des acteurs dans ce domaine, parce que dans le même temps, le gouvernement venait de lancer le programme ambitieux de 40 000 logements et la mise en œuvre était articulée dans le partenariat avec les promoteurs immobiliers. Donc vous comprenez que c'est logique qu'on puisse délivrer des agréments aux promoteurs pour qu'ils puissent participer à la mise en œuvre de ce programme-là. Maintenant, il s'est trouvé que, au regard des conditions qui se révèlent aujourd'hui très accessibles, beaucoup ont pu accéder à l'agrément sans pouvoir avoir les moyens nécessaires pour contribuer à la politique du logement. Il y a des promoteurs qui ont l'agrément, mais qui font, excusez-moi, n'importe quoi sur le terrain. Ils ne font pas vraiment ce pourquoi on les a sollicités à travers l'octroi de l'agrément de promoteur immobilier. David? D'accord, moi c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. De 2014 on était à 9, aujourd'hui en 2020 lorsqu'on suspendait les attributions on était à 275. Ça veut dire que c'est des acteurs quand même importants du fonctionnement de notre économie, mais visiblement avec la mesure qu'on a prise par rapport au comité interministériel, c'est vraiment pas de leur goût, et même aussi ceux qu'on pourrait appeler propriétaires terriens, on a vu aussi leur sortie. Est-ce que ces derniers ont été associés à ce processus de mise en place de ce comité interministériel? Vous voyez, ce qui est étonnant dans ce qu'on observe aujourd'hui, c'est de dénoncer quelque chose dont on ne connaît même pas encore le contenu. Tout le monde convient aujourd'hui qu'il y a nécessité d'agir sur l'activité de promotion immobilière dans notre pays. Le gouvernement prend sur lui de mettre en place
un comité pour réfléchir à la meilleure manière de repartir sur de nouvelles bases. Les conclusions ne sont pas livrées et vous vous jetez déjà pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Mais est-ce que aussi... Non, attendez, ça dit que vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Le principe de mettre en place le comité, ça c'est de la prérogative du gouvernement de le faire. Il ne peut pas reprocher cela au gouvernement. Maintenant, les mesures, qu'est-ce que vous craignez dedans? Je vous rappelle que... Qu'on revienne à une formule dans laquelle l'État est le vrai propriétaire de tout. On a entendu les propriétaires terriens le dire. Il faut préciser, la mission du comité, c'est principalement 2 volets. Le premier volet, c'est de proposer des mesures conservatoires urgentes et fortes pour recadrer l'activité de promotion immobilière assortie d'une feuille de route avec budget, ainsi de suite. Et le deuxième volet, c'est proposer les modalités de mise en place d'un comité de réflexion sur la refonte globale des textes législatifs et réglementaires régissant le foncier dans notre pays. Donc, ce qui va sortir tout de suite, il y a 2 volets. Comment on repart sur de nouvelles bases par rapport à la promotion immobilière de manière urgente pour arrêter un peu tout ce qui est décrié sur le terrain. Et le deuxième volet, c'est comment on engage tous les acteurs dans la réflexion pour mettre plus de cohérence dans nos textes, pour permettre que nos textes sur le foncier participent à l'intérêt général du pays, ainsi de suite. Donc vous comprenez que cette manière avant-gardiste, et je ne sais pas comment qualifier cela, mais vous vous rendrez compte, peut-être faites un sondage, il y a des promoteurs immobiliers qui se réjouissent plutôt de ce travail en cours parce qu'ils estiment que ça va permettre d'extirper les brebis galeux et permettre à ceux qui sont véritablement sérieux de pouvoir exercer leur activité. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Il y a une catégorie qui est hors la loi et qui fait plus ou moins de la concurrence déloyale. Il y a ceux qui veulent suivre le circuit administratif normal pour avoir leur papier et travailler normalement, mais il y a ceux qui font un peu le désordre sur le terrain et qui échappent souvent au contrôle de l'administration. Eux, ils sont des concurrents et plus ou moins c'est de la concurrence déloyale qu'ils font vis-à-vis de ceux qui sont. Voilà, donc il ne faudrait pas généraliser parce que les avis sont partagés. Il y a une catégorie aussi qui est d'accord et qui attend vraiment les conclusions. Je veux savoir, si vous me permettez, les 275 promoteurs immobiliers, ce que je veux savoir, c'est des personnes qui ont reçu l'autorisation, l'agrément de la part du gouvernement. Mais alors quand on dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas légaux là-dedans, est-ce qu'on ne peut pas aussi rejeter l'anathème sur le gouvernement parce que c'est ce dernier qui leur a attribué les autorisations? Non, ce qu'il faut préciser, avoir l'agrément et mettre en œuvre un projet immobilier, c'est 2 choses différentes. Allez-y sur un autoregistre, les entreprises en bâtiment, ils ont des agréments. Il faut être agréé. D'accord. Mais il n'y a pas de désordre sur le terrain. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance d'abord de ton habilitation à exercer l'activité de promotion immobilière. C'est ça l'agrément. Maintenant, pour mettre en œuvre un projet immobilier, il y a une procédure à suivre. Notamment avoir un projet immobilier approuvé, avoir l'autorisation de l'OTI, avoir par exemple le titre foncier, avoir la certification environnementale, ainsi de suite, avant de dire que tu mets en œuvre un projet immobilier. Mais il y a beaucoup de ces acteurs, souvent ce ne sont même pas des promoteurs immobiliers. Ils se disent promoteurs immobiliers alors qu'ils n'ont même pas l'agrément et qui font de l'aménagement illicite sur le terrain. Il y a une autre catégorie de promoteurs immobiliers qui ne sont pas passés par le circuit formel et qui sont en train de faire des aménagements illégaux sur le terrain. Et maintenant, il y a l'autre catégorie quand même qui veut suivre la règle et dont l'activité des 2 précédents ternissent en réalité.
On est pratiquement au terme de l'échange parce que le JDS va continuer. Je m'en voudrais qu'on ne pose pas le débat aussi du propriétaire terrien, parce qu'on a parlé de quoi qu'on dise aussi du promoteur immobilier, mais ceux qui tirent sur vous à boulet rouge aujourd'hui, il y a aussi le propriétaire terrien. Bon, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui met à nu la réalité des choses sur le terrain. Vous voyez, il y a un procès qui est fait à l'État. Vous entendez souvent l'opinion dire l'État vend les terres aux promoteurs immobiliers, ainsi de suite. Alors que non, vous voyez, c'est même les promoteurs, les propriétaires terriens qui collaborent avec les promoteurs immobiliers dans un certain sens. Ça, c'est déjà l'occasion, et la question est la bienvenue parce que ça permet aussi de prendre l'opinion aussi à témoin sur la réalité. Et on convient aussi que c'est le contexte juridique qui a favorisé cette pratique, parce qu'on a dit les terres appartiennent une partie à l'État, une autre partie aux collectivités, et puis l'autre constitue le patrimoine des particuliers qui peuvent en jouir conformément au texte en vigueur. On convient, c'est-à-dire qu'avant 2012 ou 2009, pour le foncier rural, les terres appartenaient à l'État et on ne pouvait pas trop se permettre ce qui se passe aujourd'hui. Mais la loi ayant évolué, ayant libéralisé la possession foncière, c'est ça qui a permis que la pratique qu'on vit aujourd'hui se fasse. Mais quand on veut critiquer la loi, elle est aussi une émanation du peuple, puisqu'elle a été votée par l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple pour agir en leur nom. Donc, qu'il y ait des insuffisances, oui, on est tous d'accord, mais il faut accepter que c'est une responsabilité collective, et voilà pourquoi l'État a engagé les réflexions pour aller dans le sens de la refonte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Les propriétaires terriens, c'est de bonne guerre. Quand on dit que la chose t'appartient et que la perspective de dire que ça ne t'appartient plus se profile, c'est de bonne guerre qu'ils se plaignent. Mais je pense que les débats seront ouverts, véritablement ouverts, ça sera participatif et nous allons encore décider ensemble sur quelle voie il faut aller. Mais une chose est sûre, le ton est donné, il faut que l'État se replace au cœur du dispositif de la gestion foncière dans notre pays. C'est tout ce qu'il faut retenir. Maintenant, la terre va appartenir à nouveau exclusivement à l'État. Ça va être toujours maintenu dans le statu quo avec un recadrage des modalités de jouissance. C'est sur cela maintenant que les débats vont se poser et ensemble on va décider de la suite. D'accord. Vous dites en tout cas on est dans les 3 semaines pour ce qui est du travail du comité interministériel de réflexion sur les mesures conservatoires d'urgence en matière de gestion foncière. Donc on va attendre ce qui va en sortir et puis on espère pouvoir vous avoir ici pour avoir beaucoup plus d'éclairage sur les décisions qui donc en sont sorties. David Nana, n'est-ce pas? On va dire donc merci au directeur général de l'urbanisme Geswende Marc Ouedraogo, directeur général de l'urbanisme, de la viabilisation et de la topographie. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. On y reviendra certainement après les travaux. C'est cela. On va poursuivre ce journal du dimanche au soir avec une autre actualité annoncée aussi en titre, et elle concerne la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina qui a tenu hier samedi 15 mai 2021 à Ouagadougou son tout premier congrès ordinaire. Et il faut le dire, la grande question était bien de savoir si l'âge de guerre allait être enterré. En tout cas, c'est l'impression que nous avons eue, puisque on a pu avoir la recomposition du bureau national et l'adoption du statut et du règlement intérieur de la fêtière qui donc étaient les principaux points du congrès ordinaire. On y va avec ce compte rendu avant un échange toujours sur ce plateau. C'est un congrès ordinaire qualifié d'inédit en ce qu'il réunit l'ensemble des acteurs du transport autour d'une même vision, développer le secteur des transports au Burkina Faso. C'est la mission que s'est assignée la FUTURB, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Sa création fut un travail de longue haleine, mais aujourd'hui, c'est chose faite. Vous vous rappelez qu'à Bobo, nous sommes arrivés pratiquement pas à 100%. Aujourd'hui, nous assistons à l'arrivée formelle de la Fédération nationale des transporteurs
terrestre, et vous avez des acteurs du transport, pardon, et vous avez également l'ABC Trans, l'association burkinabé des chargeurs transporteurs qui a validé, et vous avez également le syndicat national des jeunes transporteurs également qui a validé. Donc en tout cas c'est une immense satisfaction que nous avons. Le taux de réalisation aujourd'hui est plus de 95% de fraternité engagée et consolidée. Donc c'est un grand jour mémorable pour les transporteurs aujourd'hui. La hache de guerre est-elle donc définitivement enterrée dans le monde des transports avec la création de la filière B? Oui, répond sans détour son président Issoufou Maïga, qui dit ne pas douter de l'engagement des différents acteurs au sein de cette fêtière. Donc je peux vous rassurer que les gens sont engagés de façon très sincère. En tout cas, je ne doute pas du tout de leur engagement. Parce que nous avons bien acheminé ensemble, bien avant même cette histoire de la fêtière, et on se retrouve, donc on se connaît. Sur 19 structures recensées dans le domaine des transports au Burkina Faso, seule la coalition des transporteurs et chauffeurs routiers du Burkina n'a pas encore rejoint la filière B. Le président de ce syndicat ne réside pas en fait au Burkina. Il a également des membres en fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Et j'ose vraiment espérer que les jours à venir, en fait, ils prendront le train en marche parce que c'est un constat qui se dégage. Le Haut Conseil aujourd'hui, en fait, est devenu, en fait, n'est ni plus ni moins en fait qu'une coquille vide, parce que les acteurs phares qui animaient la vie en fait de cette fête-là ne sont rien d'autre en fait que nous autres. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, qui a présidé l'ouverture de ce congrès, s'est réjoui de la volonté des acteurs du transport d'accorder leur violon pour le développement de ce secteur. Rien ne peut se faire sans le transport. Rien ne peut arriver au Burkina sans passer par le transport. Donc c'est un maillon important de la scène économique. Et la Chambre de commerce, qui est la fêtière, si on veut bien dire, des organisations de secteur privé, c'est notre devoir, notre rôle d'assister tous les différents secteurs, y compris le secteur transporteur. Et c'est pour cela que nous sommes venus ce matin. Nous avons suivi de très près pour l'organisation de ce congrès. Et nous sommes là ce matin pour les encourager, pour les féliciter et les appeler toujours à l'union sacrée pour le bien du Burkina Faso. De 37 membres au départ, le bureau de la filière B est passé à 51 membres. Ce premier congrès, tenu sous le thème « Modernisation et professionnalisation du secteur des transports routiers au Burkina Faso », a également vu l'adoption du statut et règlement intérieur de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Nous revoilà donc sur ce plateau pour cette autre actualité au JDS, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, qui, on le disait donc tout à l'heure, a tenu hier son tout premier congrès ordinaire, qui était d'ailleurs même très attendu. Et pour aborder la question on va dire sur les nouveaux et cette union nouvelle voulue, nous avons sur ce plateau Amadou Bawatara. Il est vice-président national de la fêtière, chargé de la communication et porte-parole donc de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Bonsoir. Et merci. Bonsoir, M. Vera. C'est un plaisir de vous avoir ici. Le plaisir est partagé. David Anna, comme je le dis habituellement avec ma formule, c'est notre invité à nous. Et la première question, c'est bien. D'abord, avant la question, c'est de vous féliciter parce qu'on vous a reçu plusieurs fois sur ce plateau-là. Merci. Avec les dissensions que vous aviez en votre sein. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un calumet de la paix qui est fumé. On est dans la sincérité de cela. Il faudrait comprendre que les transporteurs du Burkina aujourd'hui parlent maintenant d'une même voix et qu'il y a vraiment une fêtière unique. Alors, je vous remercie bien pour l'invitation. Merci également en fait à votre collègue présent sur le plateau. David Anna. Alors, il faut dire que vraiment nous venons de sortir d'un congrès XXL, alors qui traduit quand même en fait la maturité effectivement des acteurs du secteur. Mais avant quand même en fait d'avoir un mot en fait vis-à-vis en fait de cette communauté d'acteurs là, il faudrait quand même en fait qu'on ait le devoir de reconnaître effectivement l'investissement en fait combien est multiforme effectivement de secteur, certains les acteurs du secteur en fait privé. Là je vais parler en fait du président de la Chambre de commerce et tout son staff qui n'a ménagé effectivement aucun effort
pour qu'on en arrive là. Mais bien avant cela aussi, il y a quand même le temps qui a été donné en fait par son excellence en fait le chef de l'État, son excellence en fait Roch-Marc Christian Kaboré, qui a placé son second mandat aussi en fait sous le signe de la cohésion. Bon, du que vraiment nous à notre niveau aussi on ne pouvait pas se permettre en fait de demeurer en reste. Alors, donc il a fallu effectivement, j'allais dire, taire un peu nos divergences, essayer effectivement, de prendre ce rendez-vous-là de la meilleure des façons, en fait, sur le soir, de sorte à ce que vraiment, en fait, le secteur soit agrandi. Alors, donc, à cela aussi, en fait, il faut devoir une fière chandelle aussi, en fait, à une institution qui est dans son rôle, en fait, régalien. Je fais un clin d'œil en fait au Conseil du dialogue social, qui est aussi dans l'ombre effectivement à travailler à rapprocher les positions. Alors, sans compter quand même en fait, sans oublier aussi en fait d'autres structures, mais qui étaient aussi en fait d'une manière ou d'une autre, en fait dans leur rôle également régalien, en fait de rapprocher un peu les acteurs, étant entendu que nous sommes tous en fait des fils du pays et que en fait l'intérêt général devait prévaloir en fait sur tout autre considération. Alors, donc c'est pour dire effectivement que le congrès d'hier est également en fait qui jusque-là en fait fait couler beaucoup en fait de salive parce que c'est inédit, parce que pour beaucoup effectivement c'est comme si la division en fait la déchirure avait atteint un tel niveau que le retour encore à la maison commune en fait allait être impensable. Alors, nous avons tenu aussi à faire comprendre que toute crise en fait qui ne trouve pas en fait un dénouement, en réalité en fait n'en est pas une. Peut-être qu'il s'agirait de problèmes de personnes, mais non pas vraiment en fait d'une cause. Et à plus forte raison en fait s'entendre dire noble cette cause-là. C'est vrai, vous êtes vice-président national donc de la fêtière, et puis j'ai dit tout à l'heure chargé aussi de la communication. Ce qui est intéressant, c'est que vous étiez du Haut Conseil, qui représentait aussi les transporteurs, et on savait depuis la même dénomination Futur BF, depuis Bobo Dioulasso, vous ne vous reconnaissiez pas dans cette fêtière-là, mais il y avait des sujets qui vous divisaient quand même aussi, la question du fret, beaucoup d'autres choses comme ça. Est-ce que ça a été posé franchement sur la table avant de venir à ce genre d'union sacrée là? Absolument. Mais ce que je dois peut-être en fait vous rappeler, à l'origine on était tous membres en fait de la FUTRB. La dénomination FUTRB, en fait nous l'avons tous en fait et trouvé ensemble. Autrement dit, on a même en fait participé à la conception en fait de la FUTRB avant que vraiment en fait certains sujets nous divisent. Et vous souviendrez que lors de mon dernier passage, mon précédent passage sur votre plateau ici, alors j'avais quand même en fait déjà, si vous avez su en fait lire mes expressions au pied des mots, vous avez dû constater effectivement qu'il y avait un malaise, lequel trouvait explication à travers aussi en fait plusieurs facteurs. Non seulement il y avait aussi en fait des dysfonctionnements en fait de part et d'autre. Aucune des deux fêtières aujourd'hui en fait ne peut se vanter d'être la meilleure. La preuve en fait, même si là est démontré physiquement, quand vous avez deux forces en fait qui sont opposées, la résultante c'est que vous avez fait du surplace. Alors si en fait la finalité en fait de l'activité du privé, d'accord, sous-entend quand même en fait la recherche du profit, il va sans dire que si vraiment vous n'arrivez pas vraiment à vous entendre, vous n'allez pas vraiment gagner grand chose. Autrement dit, en fait, vous travaillez tous à la perte. Alors donc à partir de cet instant, il fallait aussi en fait montrer quand même beaucoup plus en fait de maturité. Et l'autre aspect, l'autre facteur en fait non moins important, j'ai évoqué ici en fait la signature en fait d'un arrêté par le premier responsable en fait du département des transports. Au passage en fait je lui fais un clin d'œil parce que lui aussi il faut saluer en fait son courage. Il faut saluer aussi en fait sa hauteur de vue. Parce que même de toute part aussi des accusations. Même le congrès d'hier en fait si il n'avait pas apporté aussi en fait une contribution de quelque nature, en fait cela n'aurait pas été possible. Donc au passage en fait je lui tire les chapeaux, je lui dis merci. D'accord? Alors c'est pour dire que la signature de cet arrêté-là, pour moi, je vous le disais tantôt ici, il venait légitimer en fait certaines pratiques que nous avions régulièrement en fait, j'allais dire sur les lèvres, comme pour vraiment en fait, incriminer X ou Y. Alors, étant tous citoyens et républicains, on ne peut pas quand même aller à l'encontre en fait, de l'autorité. C'est cela. Voilà. Donc l'un dans l'autre en fait, cet arrêté est venu, moi personnellement en fait, dire assouplir en fait, ma position et
et avec moi aussi en fait tous ceux qui se reconnaissaient en fait du Haut Conseil. Et aujourd'hui au Haut Conseil des transporteurs en fait je me dis que vous devez tous en tirer les conséquences. Alors c'est pas vraiment c'est pas un récépissé en fait qui fait vraiment une structure. Ce sont les acteurs qui animent la vie en fait la structure et lesquels se retrouvent en fait au niveau de la fête unique. Alors pour beaucoup les gens pensent que en fait le Haut Conseil a été phagocyté par la fête unique. Il n'en est pas vraiment en fait question. Voilà, c'est comme je l'ai dit, en fait, c'était notre maison commune. Nous avons fait en fait, la fouille ensemble. Avant de la fouille, on a fait l'implantation, on a pu parler en fait comme les professionnels du bâtiment. On a fait l'implantation de la fouille, on a construit jusqu'à un certain niveau au chaînage. En fait, nous sommes dispersés pour nous retrouver. Et puis aujourd'hui, c'est chose faite. La finition est déjà assurée. C'est ça le principal. Vous vous êtes retrouvés et aujourd'hui, on parle donc tous d'une même voix au niveau de cette fêtière. La dernière question pour vous, David Anna. Malheureusement, on a eu s'appeler des questions qu'on aimerait bien poser à monsieur, n'est-ce pas, monsieur Ouattara. Déjà, on vous dit félicitations. Et quand on regarde aussi, si vous me permettez le commentaire, on a vu toute cette mobilisation. Vous avez cité le président du FASO, vous avez cité la cohésion sociale et on a entendu aussi le président de la Chambre du commerce dire un mot sur lequel nous sommes tous d'accord. Le transport est un point très important de notre économie. Et avant l'unification, on observait que quand il y a des mouvements, je ne dirais pas de rumeurs, mais quand il y a des contestations, des grèves, on voyait l'autre parti qui parfois obligeait l'autre parti à suivre le mouvement, alors qu'on est dans un pays où la liberté de faire la grève ou non est reconnue dans notre pays. Aujourd'hui, avec cette forme unique de la fêtière, vous avez parlé de cohésion sociale, mais la cohésion sociale, c'est de permettre aussi à l'autre de pouvoir réaliser son profit même quand vous êtes en grève. Est-ce qu'avec cette situation, désormais, quand on va dire que la fêtière des transporteurs est en grève, il y aura ce qu'on pourrait appeler en griffe le service minimum pour assurer à tout un chacun sa pitance quotidienne? Alors, merci bien pour la question. C'est une question d'une importance majeure. Vous savez, la grève n'est jamais vraiment en fait un plaisir pour les acteurs en fait qui observent le mode de grève. Alors, généralement, en fait, ça trouve une explication, d'accord, dans ce qu'il conviendrait effectivement de qualifier en fait d'une dynamique. Alors, je me dis que la plupart du temps, la partie visible de l'iceberg, c'est ce qui est vraiment en fait observé sur le terrain. Voilà, le mot d'ordre, la consigne en fait qui est observée, on voit que l'activité effectivement a pris un coup. Mais par-delà cela, il y a aussi en fait une kyrielle en fait, il y a la durée de démarches en fait qui soutiennent en fait la grève. Et surtout à ce niveau-là, si à tous ces niveaux effectivement le ménage est fait, rarement les Burkinabés vivront encore ces moments en fait de galère qu'ils ont vraiment malheureusement en fait vécu ces dernières années. Merci. Merci bien d'être passé sur ce plateau. On tenait en tout cas à vous avoir après ce que vous avez pu célébrer hier, à savoir votre union nouvelle. On va poursuivre juste en fait, si vous me permettez. Rapidement alors. Voilà. Et je voudrais également aussi devoir une fière chandelle en fait au président national du Haut Conseil des transporteurs. D'accord. En la personne de LAG Panbiche, Adama Ouedraogo du Panbiche. Alors il faudrait aussi en fait faire comprendre que ce monsieur a fait montre en fait d'une grande sagesse, parce que n'eût été vraiment en fait cette marque de grandeur là, ces rapprochements n'allaient pas vraiment être possibles sans qu'il y ait vraiment en fait et c'est pour vous dire que très bientôt vous allez en fait le voir aussi arriver au niveau de la fête unique, parce que quoi qu'on dise en fait nous avons un tabernacle en fait réservé aux sages, aux vieux, au niveau de la fête unique. Il viendra en tant que vraiment en fait un de nous, de nous donner là-bas. Merci bien. Merci bien Amadou Ouattara. Je rappelle que vous êtes vice-président national de la fêtière et chargé donc de la communication. Je parle donc de cette fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. On va poursuivre ce rendez-vous avec la page société. On parle de transport, eux aussi y sont, mais d'une autre façon, puisqu'ils transportent vous et nous chaque jour. Et cela n'est un secret aujourd'hui pour personne. Les taxis de la ville de Ouagadougou sont dans un état de vétusté. Nous avons promené nos caméras et parlant de Michael Touri, notre reporter, il a rencontré les syndicats et donc les taximans qui reviennent sur cette réalité qui est quand même aussi, il faut le dire, su de tous. Ce vendredi, Draman Yaro, conducteur du taxi, accepte de nous conduire dans l'univers des taxis.
Avec lui, nous abordons la question de la vétusté du parc taxi dans la ville de Ouagadougou. S'il n'y a pas de clients, puis ça ne marche pas, ça ne peut pas arranger. Ça ne peut pas arranger. Dans la ville de Ouagadougou, ces véhicules de couleur verte sont estimés à un peu plus de 4000 en circulation. Après quelques minutes de route, nous arrivons à la gare de stationnement du taxi du quartier Larlé. Rien qu'à nous regarder, tu sais que nous travaillons juste pour subvenir aux besoins de nos familles. Ce travail se limite là. Nous ne pouvons pas faire d'économie. C'est en somme nos difficultés. Pour gagner les pitances quotidiennes, les taximens doivent aussi avoir des notions de mécanique, car avec l'âge des véhicules, une panne est très vite survenue. C'est le cas de Mohamed en plein dépannage. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Parce que quand tu rentres dans l'embouteillage, ça ne peut pas tenir, ça chauffe. 2 fois, mais 3 fois. Puis aller au garage. Au premier coup d'œil, ce qui attire l'attention ici, c'est l'état des taxis. Tous, voire presque ici, ont le même dénominateur, la vétusté. Et puis même gars de Killer a dit qu'il ne va pas monter dans ton taxi, la le taxi là même c'est pas clair. Tu vois, comment on va faire? Et puis le taxi là aussi ça tue le véhicule. Si tu payes le véhicule aujourd'hui là, un an après là ça va devenir vieux. Et oui, il y a des taxis qui, il y a des clients qui truquent des taxis pour rentrer. Oui, si c'est ça, c'est vrai. Il y a des taxis, tu ne peux pas aller rapidement, mais c'est normal aussi. Les clients, quand ils m'ont dit, mon frère, ton taxi là c'est sale, hein? Ton taxi là il y a beaucoup de bruit, mais nous on essaie de les expliquer pour qu'ils comprennent que ce n'est pas de notre faute, quoi. Dans ce taxi, rien n'est aux normes et bon pour la casse. Tout est usé aussi bien de l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. Et ce véhicule de transport en commun est à l'image du parc automobile de taxi au Burkina Faso. Le taxi, c'est la vitrine d'un pays. Et actuellement au Burkina Faso, nos taxis ne représentent pas vraiment cette vitrine de notre pays. Et l'état même d'abord même de nos taxis, et sincèrement dit, c'est des taxis vraiment dépassés. Tous les véhicules sont un peu fatigués. C'est rare que vous rentrez dans 100 taxis que vous voyez quand même des véhicules propres qui dépassent au moins 20 taxis. Si vous partez en Côte d'Ivoire, vous voyez des taxis. Si vous partez au Ghana, vous voyez des taxis. Si vous venez au Burkina, vraiment, c'est un échec total. Après Larlé, nous mettons le cap sur Gounguin à la rencontre de Mounizabré. Dans cette gare de stationnement, les taximens acceptent de nous parler des raisons de l'état piteux des taxis et du projet de renouvellement du parc de taxis annoncé par le gouvernement pour 2022. Beaucoup de montants en ville, même si vous payez ça à nouveau, ça peut vous rendre les choses. C'est pas rentable. Si on renouvelle, ça va devenir vieux encore. Parce que ça ne va pas marcher. Nous, si on a payé ça presque 9 francs au revoir, mais c'est devenu comme ça. On n'arrive même pas à avoir l'argent pour changer une autre. Vous voyez? Il y a trop de montants en ville, c'est pas possible. Personne à Ouaga ne veut prendre un taxi. Dans cette situation, si tu prends un nouveau véhicule, comment pourras-tu solder son prix? Tu ne pourras pas parce que chaque citadin circule avec sa moto et c'est obligatoire pour chaque taximan d'avoir ses papiers. Chose qui est coûteuse et tu pourras terminer l'année sans avoir la somme injectée pour avoir les papiers. Mais le défi reste aussi d'assainir ce milieu afin que chaque acteur du transport puisse jouer pleinement son rôle, insistent les syndicats et les taximens. Le transport urbain, il y a plein de motos et les gens circulent beaucoup. Il y a les taxis-motos qui est là, qui est en train de vouloir faire le travail des taximans. Donc il y a une loi qui l'interdit. À plusieurs reprises, on a retiré l'attention des autorités pour qu'ils le voient par rapport au transport des personnes dans les tricycles. Et jusqu'à l'heure que je vous parle, on essaie mais on n'arrive pas. S'ils ont pu renouveler tous les taxis, il faut qu'ils n'ont qu'à voir le cas des cars et des dîners sur la voie. Qui prend les gens comme taxi là, vraiment ça c'est pas une bonne chose. Ouais. On n'a pas le choix, sinon ça c'est pas une bonne chose. Mais comme les gens ne veulent pas la vérité, ça sera accompagné par les banques modèles qu'elles nous accompagnent. Et vous prenez et vous remboursez comme que vous allez vous entendre. Bon, en tout cas, il y aura quand même une procédure pour ça. Si vous avez pu remplir tous les critères là, vous prenez et puis vous essayez de rembourser petit à petit et puis après maintenant ça vous revient.
Chaque année, selon des données, les taxis en circulation génèrent plus de 1 milliard de francs CFA comme taxe au profit du budget de l'État. Retour sur ce plateau après la partie société, on s'intéresse au sport. Et nous l'annoncions donc en titre, on va s'intéresser au sport équestre et on a un reportage qu'on va partager et cela nous emmène à Pabré avec l'association dénommée éleveurs NEMA et ils font courir donc des chevaux de race étrangère. Cela ne se fait pas sans difficulté, un constat que nous permet Assami Touré. Le sport équestre est devenu une activité sportive qui prend de l'ampleur au Burkina Faso. La nouvelle fédération, avec à sa tête Rachid Nakoulma, après les élections, a présenté un programme d'activité afin de permettre aux amoureux de pouvoir s'épanouir. Mais compte tenu de l'état de l'hippodrome de Amdalaï délaissé, les compétitions ne sont pas récurrentes. Pour pallier à cela, une jeune association dénommée Association des éleveurs NEMA, située à Pabré, a initié des courses internes qui ont lieu le dernier dimanche de chaque mois. Nous sommes beaucoup plus basés sur les courses hippiques. Voilà, c'est-à-dire à chaque fin du mois, nous organisons une grande course hippique où nous regroupons les chevaux venant de plusieurs provinces. Voilà, on a les chevaux de Bobo qui viennent, on a Wayugia, on a Tanganda Souri, on a Dori, plus les chevaux de Waga qui compétissent à la fin de chaque mois. À seulement 1 an d'existence, l'association des éleveurs NEMA, grâce à l'appui de quelques personnalités, a obtenu un hippodrome adapté aux courses et qui permet aux chevaux d'avoir une meilleure récupération après les courses. Oui, effectivement, nous avons eu un hippodrome à Pabré avec Sa Majesté le Lalenava qui a voulu bien nous aider. Voilà, et vraiment nous sommes très contents de cet hippodrome parce que quand vous voyez la piste, c'est une piste qui est vraiment adaptée pour les courses de chevaux. Il y a des jours même où des chevaux font deux courses à Pabré, c'est-à-dire aujourd'hui et puis demain, sans problème. Mais par contre dans l'hippodrome, quand tu veux aligner 1-2 courses en 2-3 jours, c'est pratiquement impossible parce que le sol vraiment il est très dur. La spécificité avec les courses de l'association NEMA est l'utilisation des chevaux de race étrangère comme les talons, les métissés et les soudanais, ce qui leur permet d'avoir une compétition d'un niveau remarquable à comparer avec la race locale, la race Aroa. Bon, le niveau est acceptable, mi-acceptable, parce que, pourquoi je dis ça? Et en chrono, c'est pas encore entré, mais je crois que c'est un début. Et avec le temps, ils vont arriver à améliorer le chrono. Donc la première course que nous venons de voir est une course que moi je respecte parce que il y a le tempo et très objectivement c'est agréable. Nous n'avons pas de problème avec la fédération. La 5e journée du championnat est donc prévue pour la fin du mois de mai. Bon reportage que nous proposait donc Assami Touré, le cheval bien lié avec l'histoire du Burkina et donc bien connu. Je suis avec Claude Romba, spécialiste sport, journaliste. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy, en tout cas très content d'être là. On a vu ce reportage qui montre un peu l'engouement qu'on a autour du cheval et à la réalité parce qu'on parle aussi d'une fédération et puis quand on voit comment les courses se font, on fait avec les moyens de bord, c'est pas forcément aisé. C'est pas aisé et puis bon, je pense qu'à la lumière donc de ce reportage, on comprend aisément qu'il y a une situation un peu, je dirais, quasi conflictuelle entre l'association des éleveurs NEMA et la fédération parce que bon, vous voyez, elle réussit donc à organiser les compétitions sans forcément avoir l'aval de la fédération, alors que c'est la fédération qui devrait normalement organiser les compétitions équestres. Donc il y a quand même un petit truc qui ne va pas. C'est vrai qu'on apprend que l'association a déposé son affiliation à la fédération. J'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre, mais quoi qu'on dise, avec également le ministre des Sports et des Loisirs qu'on a rencontré, qui, en tout cas dans sa vision aujourd'hui, même s'il y a des promoteurs, tout doit se faire dans un cadre bien organisé. Parce qu'il y a une fédération qui existe, on ne peut pas faire fi de la fédération pour évidemment organiser des compétitions. On parle d'une compétition internationale qui doit se tenir à Ouagadougou, en tout cas du côté de Pabré, sans l'accompagnement de la fédération. Et je pense que c'est des manquements qu'il faut rapidement corriger et que évidemment les deux parties s'asseyent et discutent de façon franche pour en tout cas le cheval au Burkina Faso, donc le sport équestre.
d'aucuns veulent l'introduction des races au niveau donc de la course au Burkina Faso. La fédération veut préserver la race locale et ne veut pas d'intrusion. Mais si vous voulez également aussi compétir au niveau international, si vous voulez avoir de l'aura, il va falloir donc évidemment changer ces méthodes. Je pense que tout ça, on peut mettre ensemble et qu'il faut s'asseoir, il faut discuter, que ce soit M. Dermé ou que ce soit M. Nakoulma. Dans tous les cas, si l'objectif est de permettre donc une certaine évolution du sport équestre, il va falloir donc évidemment s'asseoir et discuter. Évidemment. C'est vrai, on a parlé sport équestre, on va s'intéresser au football puisqu'il y a eu match ce soir même avec un 2 buts partout. 2 buts partout entre l'équipe de l'AS Douane et bien entendu l'USFA. C'était le choc au sommet de cette 29e journée du Face au foot. On va peut-être voir les images tout à l'heure avec évidemment ce but marqué dès la 31e minute par Clément Pitouapa qui marque son 8e but de la saison sur ce coup de tête très imparable. C'est très bien joué de la part donc, du militaire. On a vu également la réaction rapide quelques minutes plus tard de l'AS Douane et évidemment l'égalisation de Ahmed Diomandé qui permet de remettre les pendules à l'heure dans ce match également où ça s'est terminé par un but partout à la première période. La deuxième partie de jeu a vu ce penalty c'est un penalty pour l'USFA qui est transformé par Ben Aziz Rachid Dao qui permet à l'USFA de prendre l'avantage au marquage. Mais l'AS Douane, grâce à Assami Sassanda qui est en lutte également aussi pour le titre de meilleur buteur, sur un penalty également marque son 16e but. Il faut rappeler qu'Assami Sassanda était le meilleur buteur de la saison 2018-2019 du Face au foot avec 15 réalisations et qu'actuellement le meilleur buteur n'est autre que le joueur de l'AS Sonabel. Il s'agit évidemment de Lamine Ouattara qui a 17 buts, mais quoique hier, vous l'avez vu, entre ce match évidemment entre l'État filant de Ouagadougou et l'AS Sonabel qui a été interrompu à la 78e minute parce que l'arbitre du match, le deuxième assistant du match a reçu un coup de projectile sur la tête. Il s'agit de Zangré Aïma et n'a pas pu continuer. Je pense qu'il a été évacué d'urgence à l'hôpital et conséquence, le match a été interrompu à la 18e minute alors que l'AS Sonabel menait 2 buts à 0. Il va falloir attendre évidemment l'homologation de la Ligue professionnelle de football pour connaître un peu la suite dans ce match entre l'équipe de l'AS Sonabel et de l'État filant de Ouagadougou. Il faut dire qu'il y a eu des communiqués qui ont fusé un peu de partout. Le président de la fédération a fustigé ou a condamné fermement ces violences dans les stades. Également, l'État filant de Ouagadougou a fait un communiqué pour condamner cela et bien entendu, l'AS Sonabel également aussi a fait un communiqué pour condamner cela. Je rappelle, les arbitres avaient décidé de boycotter le championnat il y a 2 semaines de cela parce qu'évidemment, ils ne se sentaient pas en sécurité parce qu'il y avait de l'agression. Et bien, cette fois-ci également, ça concerne la première division et je pense que c'est quelque chose qui est déplorable, qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Maintenant, on va attendre ce que la Ligue de football professionnel va décider par rapport donc à cet incident. Et donc, voilà. Des gestes donc à proscrire dans nos stades. Merci bien, Claude Romba. Merci à vous. Vous nous avez donné l'essentiel de l'actualité sportive et c'est aussi la fin de ce JDS, journal du dimanche au soir. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien.